Madame, Monsieur, merci de regarder la Matrix, votre Web TV généraliste. Merci de regarder cette émission présidentielle 2025. On vous dit tout. L'élection présidentielle au Gabon en cette année 2025 sera donc organisée le 12 avril prochain. L'annonce a été faite par le gouvernement. C'est désormais le branle-bas de combat après l'annonce de la date de cette élection présidentielle qui devait donc consacrer la fin de la transition en République gabonaise. Les acteurs politiques, les membres de la société civile, évidemment, occupent désormais l'espace médiatique davantage pour évoquer l'organisation de cette élection présidentielle. Une élection qui sera organisée le 12 avril prochain sur la base d'un nouveau code électoral adopté par le Parlement gabonais avant sa promulgation, des dispositions nouvelles qui ont pour objectif de pouvoir garantir la transparence du processus électoral, non sans mettre en relief d'autres dispositions qui plafonnent le montant des différentes cautions aux élections en République gabonaise, l'élection présidentielle, l'élection législative et les élections locales desquelles découlent les élections des sénateurs. Pour évoquer cette forte actualité en lien avec cette présidentielle organisée le 12 avril prochain, quels peuvent être les différents candidats qui vont concourir? Y aura-t-il une union sacrée autour de Brice Clotaire Oligui Nguema? Et d'ailleurs, le président de la transition, président de la République, sera-t-il candidat? J'ai le plaisir de recevoir dans cette émission présidentielle 2025, on vous dit tout, Pascal Nkoulou. Monsieur Nkoulou, bonsoir. Bonsoir, monsieur Pampa. Merci d'être sur le plateau de la Web TV La Matrix. Le gouvernement a donc annoncé la date du 12 avril comme celle retenue pour l'organisation de la prochaine élection présidentielle, une élection tant entendue par les Gabonais et même au-delà, sachant que le 30 août 2023, le Comité pour la transition et la restauration des institutions avait donc fait un coup d'État ou coup de libération, stoppant un processus électoral organisé par l'ancien régime. Le CTRI avait argué donc d'une organisation des élections non conformes aux dispositions réglementaires pour justifier évidemment la prise de pouvoir par les militaires. On rentre donc dans le vif du sujet en ce qui concerne la restauration du processus électoral au Gabon. Le 12 avril prochain, Pascal Nkoulou, est-ce une date qui vous sied? Bon, il faut dire que si on avait à s'en tenir au calendrier, il y a effectivement un certain nombre d'interrogations qui peuvent être comprises comme étant des interrogations sur la nécessité d'avoir une clarté sur l'ensemble des opérations qui se doivent d'être exécutées. Vous l'avez souligné dans votre propos introductif en disant que l'objet premier qui avait été opposé au processus électoral de 2023, c'était la mauvaise organisation des élections avec des risques de dérapage sur le plan social et politique que cela allait normalement entraîner. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, le CTRI est effectivement à l'acte 1 de sa raison d'exister. Vous savez, la restauration des institutions est un format d'adaptation à une volonté commune au niveau, j'allais dire, des textes de loi. Les textes de loi ne sont que l'émanation de la volonté des acteurs politiques et des acteurs de l'État du moment. Ce n'est qu'à leur application que l'on voit tout le fond de l'engagement qui se doit d'être celui de ceux qui en font la promotion, qui en sont à l'initiative. Donc, convoquer les élections présidentielles le 12 avril, je pense que les responsables du CTRI ont dû procéder à un inventaire de ce qui a été fait, de ce qui reste à faire, et qu'ils ont là la possibilité maintenant d'anticiper, au lieu d'étendre la gestion militaire jusqu'au mois d'août, comme cela avait été initialement annoncé, d'organiser les élections le 12 avril. Est-ce que sur le plan structurel, les choses peuvent être considérées comme acquises? On attend la communication et les éléments de défense que présentera le ministre de l'Intérieur. Mais je voudrais également dire qu'il ne faut pas tenir pour marginal les observations qui sont déjà formulées aussi par certains acteurs politiques qui estiment que le fait qu'il n'y ait pas eu de concertation entre acteurs politiques et le gouvernement, et surtout au sommet avec le chef de l'État, peut être un facteur qui porte à suspicion. Et ensuite, il y a le fait que les éléments consensuels, notamment
les différentes dates clés de l'organisation des élections auraient dû faire l'objet de discussions. Là aussi, on attend la défense que va présenter le ministre de l'Intérieur pour justifier de la date de convocation. Parce que le 12 avril, c'est la date de convocation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on part à rebours, on part d'une date X pour revenir aux différentes étapes d'organisation de campagne pour arriver à voter. Donc, c'est quand même assez sensible dans le cas de processus. Il ne reste que 2 mois pour cela. Pascal Nkoulou, alors après l'annonce par le gouvernement de la date des élections présidentielles en cette année 2025, le 12 avril prochain, évidemment que les acteurs politiques de tous bords, notamment ceux de l'opposition, ont émis des réserves par rapport à cette date. Pierre Claver Monganga Moussavou, pour ne pas le citer, le président du Parti social-démocrate que nous avons eu en interview, estime que le CTRI est à rebours de son chronogramme. Est-ce que vous pensez que le propos du président du PSD a tout son sens selon le chronogramme initial arrêté par le Comité pour la transition et la restauration des institutions? Cette élection présidentielle devait être organisée, je pense, au mois d'août prochain. À rebours, non. À rebours, non. Ce qu'il faut dire, c'est que les dates annoncées par le CTRI étaient des dates d'ordre indicatif. Il fallait simplement, à partir de ce qui s'est fait, avoir la capacité à s'attacher au chronogramme qui avait été annoncé par le CTRI. Et ce chronogramme a suivi une forme de diligence dans son exécution. Toutes les opérations ont été respectées. Il est vrai que dans la perspective où, parlant de l'élection présidentielle, le temps d'organisation pour les candidats, le temps de structuration pour leur campagne et développer un ensemble de messages et faire l'inventaire de leurs propres actifs nécessitait quand même qu'ils aient un temps assez long. Je crois que c'est de cela dont Manga Moussavou voulait certainement parler. Mais pour ce qui est de la responsabilité de l'État organiser l'élection, l'État ne tient pas de la capacité des candidats si vous êtes prêt ou pas. L'État ne tient pas compte des convenances individuelles. L'État tient compte de ses capacités à lui. Et je crois qu'aujourd'hui, en convoquant les électeurs pour le 12 avril, le gouvernement de la République est au fait de ce qu'ils sont capables de structurer l'élection, de la tenir et de rendre des résultats qui vont satisfaire tous ceux qui vont concourir à cette élection. Donc, je pense que c'est aux acteurs politiques. 2 mois, c'est court, c'est vrai, mais c'est tout de même également aussi la mesure de prudence qui permet à chacun de montrer la capacité structurante de son envergure à contenir l'élection présidentielle, qui est une élection d'un homme et un territoire. Le territoire se trouve être l'ensemble du territoire national, plus les représentations consulaires. Donc c'est quand même un travail important et on ne se lève pas non plus comme ça par hasard pour postuler à l'élection présidentielle. C'est un travail de longue haleine. Ça ne se fait même pas pendant l'année électorale, ça se fait 2 ou 3 ans avant. Ça veut dire que si les acteurs politiques étaient conséquents avec eux-mêmes et leur ambition, dès l'entame de la transition au mois de septembre 2023, ils auraient dû déjà engager les procédures en termes d'organisation personnelle pour être candidats au moment où cela allait être décidé par le CTRI. Autre grief fait à l'endroit du gouvernement, du comité pour la transition et la restauration des institutions, le fait évidemment que cette date du 12 avril est une date qui nous rappelle la saison pluvieuse dans laquelle on se trouve au Gabon en cette période de l'année. Ils mettent donc le marqueur sur le climat. Organiser une élection présidentielle en pleine saison des pluies peut être un obstacle. C'est le propos évoqué par certains, notamment Pierre Claver Monganga Moussavou, et son impact aussi sur le calendrier scolaire. Bon, c'est vrai que, vous savez, je dis, tout ça sont des éléments qu'il faut mettre en annexe. Au Gabon, nous avons 12 mois dans l'année, mais sur les 12 mois de l'année, il pleut pratiquement sur 10 mois. Donc la question de pluie ne peut pas être un élément important, étant entendu que c'est tout de même l'une des, en termes d'aspects ou de situations sur laquelle oui, les mais il y a Gabonais quand même une ne peuvent réalité, pas, Pascal Koulou, que vous connaissez très bien, c'est celle du réseau routier national. Une élection présidentielle suppose que les candidats doivent pouvoir aller aux 4 coins du Gabon, même dans les zones rurales les plus reculées. Il y a des zones qui sont parfois coupées du reste du monde du fait de l'état dégradé de la route. Est-ce que c'est un argument qui n'est pas recevable? Ouais, je vous ai tantôt que quand on pense
être candidat à l'élection présidentielle, ça ne s'organise pas en année électorale. Vous n'aurez jamais assez de temps. Ce n'est pas possible de couvrir le territoire national en quelques mois, en quelques semaines. Non, ce n'est pas possible. C'est pour ça que c'est une élection qui s'organise sur plusieurs années. Il faut donc avoir une cohérence de discours, il faut avoir de bonnes équipes. Or, lorsqu'on écoute des personnalités politiques comme Ngam Savou, qui devraient avoir une expérience sur le plan organisationnel des élections, s'attarder sur des faits aussi isolés, ça prouve simplement qu'ils n'étaient pas structurés ou qu'ils n'étaient pas prêts à aller à cette élection présidentielle, qu'ils le disent. Et ensuite, parlant du fait que nous soyons en année scolaire, mais dans la plupart des pays, aux États-Unis, on organise des élections au mois de novembre. C'est une année académique, les gens ne sont pas en vacances. En France, c'est au mois, je crois, de mai. Donc là aussi, il y a l'école. Il faut qu'on rentre de manière responsable dans le cadre de la vie républicaine. La République, c'est un ensemble d'exigences, lesquelles exigences font en sorte que le citoyen est capable d'accomplir, quelles que soient les périodes, sa responsabilité en l'engageant et de remplir ses devoirs de citoyen en allant voter. Et ensuite, la campagne se mène sur des endroits précis. Ce n'est pas l'arrêt total de la vie de la nation, c'est quelques séquences d'informations sur des espaces définis, c'est la distribution de prospectus, c'est la distribution sur des canaux de diffusion des contenus, donc des messages des candidats. Ça se fait au travers d'un ensemble d'informations. Ça veut dire qu'il faut le faire avant pour que les Gabonais sachent faire la part des choses lorsqu'on rentre dans cette espèce de balle globale où tout le monde s'investit. Et ensuite, c'est au candidat lui-même d'avoir la capacité à contenir son organisation et son élection. Donc, je crois que l'État ne se fie pas à ce type de situation interne. L'État regarde à sa capacité. Est-ce qu'on peut, oui ou non, organiser les élections au mois d'avril? Oui, le Trésor peut assumer, les charges organisationnelles peuvent être respectées, le personnel pour organiser des élections va être trouvé. On organise des élections aux acteurs politiques de s'embarquer dans ce train. Simplement, il n'y a pas d'autres inquiétudes à exprimer. Pascal Koulou, cette élection présidentielle sera donc organisée le 12 avril 2025 sur la base du nouveau code électoral déjà adopté par le Parlement gabonais, les deux chambres du Parlement bicaméral, l'Assemblée nationale et le Sénat. Dans ce code électoral, il y a des dispositions jugées importantes par l'exécutif qui devrait garantir le processus électoral. Alors vous avez déjà un regard sur cette mouture de ce code électoral en attente de promulgation en termes de transparence électorale. Est-ce que les dispositions contenues dans ce code électoral, vous en tant qu'acteur politique, vous sied? J'ai été toujours de ceux qui militaient pour qu'on sorte les acteurs politiques de la gestion des élections. Pour une simple raison, vous ne pouvez pas être juge et arbitre en même temps. Vous ne pouvez pas donc à la fois, ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas être acteur de champ et avoir la responsabilité de séréniser les élections, puisque vous êtes concurrents les uns des autres. Donc le fait qu'il y ait eu toutes ces malversations dans le cas des différentes commissions électorales, c'est seulement parce qu'à un moment donné, certains représentants n'avaient aucun contrat moral avec les candidats qu'ils étaient censés représenter. Surtout qu'on était dans une sorte de bloc global où il y avait l'opposition de la majorité. Cette fois-ci, nous avons un format simple. Il n'y a pas de position, il n'y a pas de majorité. Il y a des candidats. Donc, dès lors que le code électoral garantit la représentativité de chaque candidat dans chaque bureau de vote, c'est pour ça que je dis qu'il revient aux candidats de se structurer de manière à ce que, je ne connais pas le nombre de bureaux de vote qu'il y a pour couvrir l'ensemble de la surface électorale pour les élections présidentielles, mais chaque candidat devrait être capable d'affirmer que j'ai la possibilité de mettre au moins un représentant dans tous les bureaux de vote, parce que ce que le code électoral dit, c'est qu'il y a un affichage des différents procès-verbaux, c'est-à-dire même le public pourra à ce moment-là les photographier. Les représentants des candidats n'auront aucune excuse pour ne pas transmettre en heure et en temps les résultats de chaque bureau de vote. Le décompte se fera de manière presque immédiate dans les QG des différents candidats. Donc, il y a un ensemble d'éléments qui, pour ce qui est de la transparence et de la maîtrise des résultats électoraux, il n'y a pas de doute possible que les choses ont été bien pensées. Mais je comprends également lorsque certains acteurs politiques estiment qu'ils auraient été peut-être mieux d'avoir à l'effectif les responsables de cette autorité de contrôle de gestion avant pour
définir le profil des uns des autres, parce que tout doit être fait sur la base d'une sorte de confiance. Arrêtons-nous justement sur ce que vous êtes en train d'évoquer là en rapport avec cette autorité de contrôle. On sait qu'il y a une importante communication du ministre de l'Intérieur, Herman Imongo. On imagine évidemment que le ministre de l'Intérieur, après que le Parlement ait adopté le code électoral, devra donc aller dans le détail, puisque il y a eu des voix qui se sont élevées du côté des partis politiques, de la société civile, s'interrogeant sur la composition de ces deux organes qui vont accompagner le ministère de l'Intérieur dans le processus d'organisation des élections au Gabon. Est-ce que, en tant qu'acteur politique, vous pensez que dans l'un de ces deux organes, il faudrait absolument qu'il y ait la présence d'acteurs politiques, notamment en ce qui concerne l'autorité de contrôle? Il ne faut pas qu'il y ait la présence des hommes politiques ou des partis politiques. Il faut qu'il y ait la présence des représentants des candidats, négocier et discuter avec les candidats eux-mêmes. Vous savez, la différence est importante à faire entre les partis politiques et les candidats aux élections. Là, nous allons vers une élection présidentielle. Ça suppose qu'on aura quoi? On aura à peu près 3 ou 4 ou 5, même 20 candidats. Nous avons une flopée de partis politiques. Il ne faut pas aller à des consensus isolés, il faut aller à des consensus sur l'essentiel. Je suppose, si j'avais été le ministre de l'Intérieur, ça aurait été, une fois les candidatures enregistrées, c'est ça, je suis d'accord avec ceux qui pensent que cette structure aurait dû être mise en place une fois les candidatures connues. Pourquoi? Parce que c'est à l'effectif, en termes d'engagement direct des candidats, que le processus de contrôle, de surveillance devrait pouvoir se faire sur la base des discussions préalablement organisées ou tenues entre les candidats, le ministère de l'Intérieur. Ça, au moins, ça donne aux participants aux élections l'assurance de ce que les choses se feront sur la base du compromis commun. Voilà. Or, si on y envoie les partis politiques, c'est-à-dire les représentants des partis politiques, ce ne sont pas les partis politiques qui concourent, ce sont les candidats. Il n'est même pas dit qu'on ait plus de candidats issus de partis politiques, on peut se retrouver avec plus de candidats indépendants. Alors, vous prenez un exemple qui est très intéressant en ce qui concerne la représentation des candidats dans ces deux organes, notamment l'autorité de contrôle. On a vu à l'exemple de 2016 et 2023 même la création des plateformes qui se sont coalisées pour présenter une candidature. Alors, dans ce cas d'espèce où il y a une plateforme qui a plus d'une dizaine de partis et qui choisissent un candidat, comment faut-il procéder? Un représentant de la plateforme? Oui, mais écoutez, c'est ce que je dis, ça dit que c'est au candidat, à l'intérieur de la plateforme, de choisir ses représentants. Pas aux plateformes, sans consulter le candidat qui envoie des représentants sous le label de la plateforme, donc de l'union constituée. Il faut, vous savez, aujourd'hui, la situation est simple. Alors justement, Pascal Nkonou, vous venez de mettre le marqueur sur un point essentiel. On a vu lors de l'élection présidentielle en 2016 et surtout en 2023 la multiplication des plateformes. Alors, est-ce que vous pensez qu'avec la création de ces deux organes, vous parlez de la représentation ou la représentativité des candidats dans ces deux organes et non des partis politiques. Alors, comment est-ce que cela devrait-il se traduire en actes par rapport à cette nouvelle donne? D'abord, il faut commencer par dire que les plateformes peuvent effectivement fédérer autour d'un candidat. Et si on avait à tenir compte du contexte d'aujourd'hui, je suppose, puisque tout le monde en parle, que le président de la transition sera certainement candidat. Mais ce sera un candidat indépendant. Parce qu'il n'est affilié à aucun parti politique. Ça voudrait dire que ceux qui vont le soutenir vont adhérer à une structuration mise en place par un candidat indépendant. Donc, pour ce qui est de la représentativité, comme vous le dites, ce qu'il faut, c'est que chaque candidat fasse transmettre les noms de ses représentants au niveau des organes qui vont donc gérer les élections. C'est d'autant plus simple et plus facile à faire à partir du moment donné où le candidat, en structurant son élection, a des représentants dans chaque province ou dans chaque zone électorale. Ce qui fait que le rapport est beaucoup plus direct entre le comité qui organise l'élection, la représentation, dans la représentativité des candidats dans les bureaux de vote et la capacité du candidat à contrôler son élection. Les regroupements faits autour des partis politiques sont beaucoup plus complexes parce qu'on est obligé, par consensus ou par alliance, d'y mettre tout le monde.
Or, quand on sait bien que tous ceux qui sont dans les partis politiques, même lorsqu'il s'agit de plateformes soutenant un candidat, n'ont pas forcément le même rapport direct entre le candidat et les engagements des partis politiques. Donc, c'est beaucoup plus une élection de candidats. Il faut donc que ce soit un rapport de discussion. J'espère que ça se fera entre le ministère de l'Intérieur et les candidats qui vont postuler à la prochaine élection. Mais justement, puisque vous parlez d'une probable ou une possible candidature de Brice Clotaire Oligui Nguema à cette élection présidentielle du 12 avril 2025, on sait depuis le 30 août 2023 qu'il y a une forme d'adhésion populaire, de mouvement populaire qui porte le CTRI avec à sa tête Brice Clotaire Oligui Nguema. Ce mouvement populaire est composé de partis politiques à la fois de l'ancienne majorité comme de l'ancienne opposition et de la société civile. Oui, c'est pour cela que je dis le format en termes de mouvement, d'adhésion autour des différents candidats, y compris le journal de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, les candidats, ne peut pas être de nature à supplanter l'ambition de l'homme au profit de leur existence dans les différents organes qui vont organiser les élections. Premièrement. Deuxièmement, ceux qui adhèrent aujourd'hui au soutien du candidat, du probable candidat, Brice Clotaire Oligui Nguema, adhèrent à la campagne d'un homme. Ce ne sera donc pas une alliance entre des partis politiques, entre, comme ça s'est fait, Swali Bongo, qui était président du Parti démocratique gabonais, qui avait sa majorité présidentielle. Donc, il y avait déjà une plateforme politique de départ. Or, parlant de Brice Clotaire Oligui Nguema, s'il est candidat à cette élection, il n'a pas de plateforme politique. Il a des adhésions provenant des partis politiques, il a des adhésions provenant des syndicats, il a des adhésions provenant de la population. Il faut même dire que si son engagement se concluait, il a sa légitimité, est plus populaire que politique. Parce que c'est le fait de l'adhésion de façon massive des populations au cours de libération qu'il a perpétré le 30 août 2023. Et ensuite, il faut dire que c'est beaucoup plus les partis politiques qui vont tirer profit de l'adhésion populaire par rapport à Brice Clotaire Oligui Nguema. Si on avait à faire un parallèle, il peut aller à ces élections sans avoir besoin de s'attacher le soutien des partis politiques. Parce que la réalité de notre pays, c'est que la plupart des partis politiques, notamment celui qui passe sous le parti majoritaire, le parti le plus représenté, le plus implanté, a été rejeté et continue de faire l'objet de rejet d'une très grande majorité de la population gabonaise. Donc, le Parti démocratique gabonais a communiqué sur l'adhésion récemment d'au moins 3000 militants dans sa formation politique. Oui, mais écoutez, dans la province de l'Estuaire. Il communique sur 3000 militants dans la province de l'Estuaire. La province de l'Estuaire, c'est plus de 600 000 personnes. Faites le ratio, c'est ridicule. Quand on a 56 ans et qu'on détient près de 90% des portefeuilles administratifs au gouvernement et dans les institutions, 3000 personnes, c'est rien du tout. Et ensuite, 3000 personnes ne représentent pas une suffrage. Oui, mais sur le plan politique, dans ce contexte-là, sachant évidemment qu'il y a eu certaines démissions au sein du Parti démocratique gabonais, et ça continue depuis le 30 août 2023, quand on a 3000 Gabonais en toute responsabilité qui disent sur la place publique qu'ils rejoignent les rangs du PDG, vous ne pouvez pas balayer ça d'un revers de main parce que vous êtes opposé au Parti démocratique gabonais. C'est un fait aussi. La question qu'il faut se poser, justement parlant d'adhésion, c'est quel est l'objet de motivation? Ces personnes ont adhéré au Parti démocratique gabonais, je ne doute pas, mais quel est l'objet de leur motivation? Vous avez un parti politique qui aujourd'hui n'a pas de leader établi. Le PDG n'a pas de leader. Oui, ils sont sur une base. Oui, mais justement, ça veut dire que c'est cette propagande, à la limite légère, qui n'a pas permis au Parti démocratique gabonais. Pourquoi lorsqu'il y a une mobilisation des populations, une adhésion des populations autour du CTRI et de Brice Clotaire Oligui Nguema, vous ne parlez pas d'instrumentalisation, et lorsqu'on parle du PDG, vous estimez que ces 3000 Gabonais qui disent qu'ils rejoignent les rangs du PDG sont comme instrumentalisés. Pourquoi? Pour 3 faits simples. Le premier, c'est que en août 2023, les Gabonais ont fait le choix de choisir quelqu'un qui avait été greffé
à des plateformes politiques. M. Ondossa est une greffe, malheureusement, qui n'a pas prise. Premier fait. Le candidat Ali Bongo Ndimba, candidat du Parti démocratique gabonais. Attendez, quand vous dites une grève qui n'a pas prise, comment? Mais ça on a envie de comprendre, que... puisqu'il y a eu une organisation d'une élection dont les résultats ont été annulés par le coup d'État du CTRI. À quel moment la grève n'a pas pris? Avant l'annulation, avant le coup d'État ou après? Oui, ce que je veux dire par là, c'est que, vous savez, lorsque vous conduisez une vision, lorsque vous êtes leader, ceux qui vous soutiennent ne prennent pas de décisions sans vous avoir consulté. Or, qu'est-ce qui s'est passé au soir du 30 août? M. Ondossa s'est retrouvé isolé. Tous les leaders qui étaient dans sa fameuse coalition n'ont pas tenu compte de sa présence. Pour qui aller à l'Assemblée, pour qui entrer au gouvernement, pour qui devenir Premier ministre. C'est pour ça que je dis que ça n'a pas bien pris. Donc c'est une mauvaise greffe. Il n'avait pas l'épaisseur et le poids politique. C'était un moindre mal parce que je crois que tout le monde savait exactement, connaissant le format des élections, qu'ils allaient négocier. Que ce soit avec Ali, ce qui était plus probable, que ce soit lorsque le CTRI a fait intrusion dans le processus. C'est pour ça que je dis que c'était une mauvaise greffe. S'il était assez fort, c'est lui qui aurait greffé des gens, lui. On l'a greffé à quelque chose, donc il n'a pas pris. Un. Ensuite, l'objet présenté par le CTRI au soir du 30 août, ça a été évidemment la mauvaise organisation des élections et les fraudes qui accompagnaient cette élection, déclarant frauduleusement candidat vainqueur celui du PDG. Donc, voilà le deuxième aveu d'échec du PDG. Le troisième nous a été présenté sous un format plus direct lors du dialogue national inclusif d'Angondjé. L'une des recommandations qui a à la fois soulevé les cris de liesse de tout ce qui était au cours de cette réunion, ça a été la demande faite par les représentants du corps social dans leur ensemble de la dissolution du Parti démocratique gabonais par le CTRI. Et quatrièmement, on a vu qu'au cours du référendum, l'élément de démotivation et de désengagement par rapport à cette consultation citoyenne a été le fait que le PDG ait dit qu'ils allaient voter le oui. Donc, à ce niveau, je ne considère pas, moi, je n'ai pas à me fier aux éléments de propagande qu'ils donnent, je regarde à la posture adoptée par les populations. Parlant de Brice Clotaire Luyingima, je ne fais pas l'apologie de Brice Clotaire Luyingima. Brice Clotaire Luyingima ne fait pas non plus lui-même l'apologie du soutien populaire qu'il reçoit des populations. On voit de façon instantanée que des gens s'organisent, se regroupent et appellent à sa candidature. Ces gens ne le font pas sous un format partisan, comme le faisait le PDG et les autres partis satellites autour de la majorité présidentielle d'avant 2023, de 2024. Donc aujourd'hui, nous sommes dans un format de rapport citoyen. C'est pour ça que je dis, le président, à la limite, va permettre à certaines partis politiques de sortir de l'éteignoir en se greffant à son ambition. Répondez-vous à ce qu'estime, notamment au sein de cette espèce de coalition, si on peut la considérer ainsi, constituée de Pierre Claver, Bonganga Moussavou, Albert Odo Ossa, Alain-Claude Bilibinze et Ali Akbar Onanga Yobege, que Brice Clotaire Oligui-Nguema, si jamais il avait l'ambition, ne devrait pas prendre part à cette élection présidentielle de 2025. Là, nous tombons dans ce qui est admettre comme étant une absence de communication autour à la fois des actes du CTRI, par le porte-parole du CTRI, mais également par le gouvernement. Parce qu'une déclaration faite par un leader s'interprète à deux niveaux. Il y a l'esprit et il y a la lettre. L'esprit, le président est dans l'idéal parfait. Lorsqu'il déclare qu'il ne va pas, parce que c'est sur cet élément-là que se focalisent les personnalités que vous avez citées en disant qu'il avait dit et que la charte militaire dit ceci. Oui, la charte militaire dit que le candidat, certaines personnalités, la charte de la transition, que certaines personnalités ne devraient pas et que le président public, par contre, et qu'il y a une charte africaine des droits de l'homme qui est bon. Mais tout ça, c'est la lettre. L'esprit dit quoi? Et nous sommes dans une république. Le principe souverain, c'est que c'est le peuple qui est souverain. Si nous avons à considérer en amont l'adhésion populaire, l'engagement de tous les Gabonais, est-ce que la volonté populaire ne prime-t-elle pas sur toute autre considération, qu'elle soit de l'esprit ou de la lettre? La réponse évidente, c'est oui. Parce que le peuple souverain peut démettre qu'il veut, quand il veut, comme il veut. On n'a à leur opposer aucun texte de loi. C'est le peuple qui est souverain. Donc, si le peuple dit, appelle Oligui à se présenter, la volonté du peuple devrait pouvoir être prise en compte, de un. De deux, l'autre élément, en disant qu'il avait dit oui, la restitution
du pouvoir au civil est effective à partir du moment donné où ce n'est pas le CTRI qui d'autorité décide d'organiser l'État, mais c'est le citoyen qui confère sa responsabilité à un représentant qu'ils vont eux-mêmes choisir. C'est ça le retour à l'ordre civil. Qu'il soit candidat ou pas, ça ne change rien. À partir du moment où c'est le citoyen qui décide de choisir celui qui va conduire les destinées de la nation. C'est cela le retour au pouvoir civil, où il dit « je me démets de ma responsabilité d'autorité d'être le chef de l'État », parce qu'à un moment donné, on lui opposait la nature de président de la République, qui est un format qui obéit à la légitimité du choix citoyen. Bon, c'est ce choix citoyen qui va conférer le retour au pouvoir civil. Où est le problème? Ensuite, si on avait à parler des militaires, l'histoire de notre pays est peuplée, meublée de militaires qui sont allés dans les arcades politiques pour être élus aux élections. Il n'y a pas cumul de deux fonctions. Il y a un abandon d'une responsabilité pour assumer son engagement. Je crois que le général Jean-Boniface Asselé, qui a été député depuis 1990, a suivi cette procédure. Le général d'armée Idriss Ngari également. Je connais d'autres personnes. Donc, le général Zengi Zondou. Ils sont nombreux qui... Voilà, donc ils sont nombreux qui sont partis de l'armée pour assumer des fonctions civiles. Il y a des dispositions légales qui existent en la matière. Il faut sortir de cette rhétorique trompeuse où on ne présente les choses que d'une seule façon. Il faut, et c'est ça la responsabilité qui manque encore à nos acteurs politiques, d'être capables d'accepter des situations. Et eux qui parlent de réduction des droits ne devraient pas tenir ce type de langage parce que c'est comme s'ils avaient la volonté d'exclure du processus électoral certains des compatriotes du fait de leurs fonctions anciennes. Des magistrats se sont engagés dans le cas des élections. Bon, il n'y a pas de problème à ce niveau. Ce qu'il faut peut-être leur opposer, c'est qu'ils parlent de plus en plus de violations d'état de droit, de démocratie. C'est bien. Ce débat, il faut qu'ils le tiennent. Pourquoi? Parce que c'est intéressant de voir des gens qui n'avaient absolument aucune conscience des responsabilités citoyennes qui étaient les leurs et n'avaient aucune considération pour les populations, de se rendre compte qu'il vaut mieux bien faire les choses quand on en a le pouvoir et les capacités que de constater que l'état de droit qu'ils n'ont jamais respecté est en train de se mettre en place. Malheureusement, ça risque de se faire sans eux et qu'ils vont devoir, c'est la très sainte Bible qui le dit, il dit, quand vous sémez l'iniquité et que vous moissonnez et que vous ensemencez l'injustice, vous allez moissonner le résultat de vos actions. Qui sème le vent récolte la tempête. Le rejet populaire qui leur est affiché aujourd'hui, le refus même d'écouter leurs arguments ne tient pas du fait de ce qu'ils disent, ne peut pas avoir du bon sens. C'est que quand les gens regardent à leur actif, les populations... Pascal Kounou, cette élection présidentielle en 2025, le 12 avril prochain, comment vous la voyez? Est-ce que vous pensez que sur la ligne de départ, il pourrait y avoir une multiplicité de candidatures? On a parlé de cette espèce de mouvement populaire qui porte Brice Clotaire au Nguema depuis le 30 août 2023 à la faveur du coup de libération au coup d'État. Est-ce que vous pensez que d'ailleurs ce mouvement qui est plus ou moins... il faut chercher à lui donner un caractère homogène à ce mouvement. On a dit qu'il y a des partis politiques de l'ancienne majorité, des partis politiques de l'ancienne opposition, il y a des acteurs de la société civile également. Est-ce que vous pensez que l'homogénéité pourrait se créer de façon simple? Vous savez, si les politiques peuvent rapidement se mettre d'accord, il faut craindre la censure des populations, pas à l'endroit de Brice Clotaire Nguema, mais à l'endroit des partis politiques. Ce que les gens disent de plus en plus, pour aller dans le sens de votre interrogation, c'est que la transition, ce n'est pas la période que nous venons de vivre. La vraie transition commence à partir des élections intermédiaires. C'est-à-dire le processus d'élimination des mauvais acteurs politiques se poursuivra. Or, ça veut dire donc que l'élection de Brice Clotaire Nguema ne souffrira probablement pas d'adversité véritable, mais ceux qui pensent, au travers de l'élection présidentielle, échapper à l'ascension populaire vont devoir désenchanter parce que les Gabonais ont pris la mesure de leurs responsabilités en disant qu'ils vont exempter au Nguema d'un encadrement ou d'une adhésion de faux politiques pour l'amener à vivre
une relation directe entre lui et les Gabonais, les candidats. C'est pour ça que l'homogénéité dont vous parlez, au niveau des politiques, les contraires s'associent rapidement. Mais c'est justement cette approche qui ne se fera pas lorsqu'on parlera des élections législatives et locales. Mieux, il y aura une sorte de tri que les populations vont faire entre ceux qui pensent se camoufler au cours de l'élection présidentielle en vantant les mouilles de Luyingema et pensant que c'est par rapport à ça qu'ils vont ressurgir comme acteurs politiques potentiels. Si Brice Clotaire Oligui Nguema est porté par un mouvement populaire pour l'élection présidentielle, il aura besoin d'une majorité au Parlement après la présidentielle. S'il est candidat et s'il est élu, il aura besoin d'une majorité pour pouvoir gouverner. À partir de cette réalité-là, comment voyez-vous les choses sur le terrain, sachant qu'il y a des partis politiques de l'ordre ancien qui aujourd'hui constituent une forme de repoussoir de la part des populations. C'est justement ce qui va se passer, c'est-à-dire que le président Brice Clotaire Oligui Nguema se ferait élire sur une base très large. Les partis politiques viennent se greffer à ce succès. Seulement, lorsqu'on arrivera donc aux élections intermédiaires, je peux être certain que vous verrez émerger de nouveaux acteurs politiques qui vont devenir des nouveaux relais. À travers quel instrument, justement? À travers les élections législatives et locales. Avec quel instrument, dans quel cadre, un parti politique qui va naître, le même mouvement populaire qui va porter Oligui Nguema lors de la campagne présidentielle, sous quel format en fait? Oui, vous aurez ce qu'on va considérer comme étant une émanation de la volonté populaire de poursuivre leur posture décidée depuis le 30 août. Vous savez, quand les gens se sont mobilisés, ils ne l'ont pas fait au travers des partis politiques. C'est après que les partis politiques sont rentrés dans la danse, évidemment parce qu'ils peuvent présenter un format beaucoup plus structurant. Mais après l'élection présidentielle, il faudrait que les partis politiques fassent l'inventaire de leurs actifs. Cet actif qu'ils doivent présenter de la manière la plus cohérente possible, ils ne la présenteront pas à partir des initiatives du CTRI, parce que le CTRI sera terminé. Ils ne présenteront pas leur ambition à partir du profil du chef de l'État, parce qu'il aura lui-même défini une politique qui va être acceptée ou rejetée par les populations. Parce qu'il faut bien qu'on se dise une chose, il y a la volonté populaire, mais il y a aussi les propositions qu'Oligui fera. Et au travers de ces propositions, les Gabonais lui exprimeront leurs attentes. Et je peux être certain que la première, en termes d'expression de contrat à renouer, c'est qu'Oligui Nguema se libère de l'étau de ceux qui ont conduit le Gabon dans cette situation de vide abyssal. Et ces gens sont aujourd'hui, pour beaucoup, dans l'opposition et le reste dans la grande dent, ce qui reste de l'ancien parti politique qu'est le PDG. Donc, les comptes, parce que c'est de ça dont il est question, les comptes vont être soldés entre les populations et les politiques, parce que ce qui a démarré en août 2023 doit normalement avoir une fin. La période de transition n'a été qu'un tampon, mais qui a davantage permis aux populations, comme on dit, de vouloir exprimer l'objet de leur engagement citoyen. Pascal Nkoulou, pour terminer, et toujours en rapport avec cette élection présidentielle et les futures, les élections intermédiaires, législatives et locales, le code électoral fait mention également d'une disposition qui plafonne les cautions à cette élection. Désormais, pour être candidat à l'élection présidentielle, il faut présenter ou déposer une caution de 30 millions de francs CFA. Et pour être candidat à l'élection sénatoriale ou législative, il faut une caution de 1 million de francs CFA. Alors, cette question fait grincer des dents. Quelle est votre réaction sur ce point? Bon, la réaction que j'ai est une réaction d'hommes politiques, de démocrates et de républicains. Je crois que le déterminant dans le choix des responsables ne doit pas être l'argent. En élevant la caution, le message que l'on renvoie aux populations, c'est que si vous voulez être candidat à l'élection présidentielle, la première chose sur laquelle on va vous juger, c'est l'épaisseur de votre portefeuille et non pas l'épaisseur de vos valeurs morales, ni de la vision que vous avez pour votre nation. On condamne un grand nombre de nos compatriotes à sortir du champ politique. On condamne les élites intellectuelles qui auraient dû enrichir l'espace politique par des idées novatrices, par un engagement sain à se soumettre au dictat, malheureusement, de ceux qui aujourd'hui détiennent l'argent. Or, ceux qui ont l'argent dans ce pays, tout le monde connaît que c'est des gens dont
la nature reste très discutable. Et donc, les valeurs également ont été totalement laminées par l'argent. Donc, on ne peut pas, moi je suis totalement plutôt contre le fait qu'on ait relevé les cautions pour ce qui est des élections. Il faut démocratiser. On ne peut pas dire qu'on veut exercer une démocratie inclusive en mettant comme valeur essentielle de détermination l'argent. L'argent est une très, très, très mauvaise valeur. Et lorsque l'argent rentre comme élément d'arbitrage, ça crée naturellement des scissions. Et notre société aujourd'hui est déjà une société fracturée par l'argent. Il faut, quand le président parlait de retour et de restaurer la dignité, la première dignité, c'est de considérer l'homme pour ce qu'il représente et non pas l'épaisseur du portefeuille. Parce que ceux qui ont, pendant plus de 56 ans, œuvré pour l'argent, le résultat sont ceux que nous connaissons. Il faut donc faire attention. Je considère que c'est une question qui va évoluer pour que nous revenions à des propositions acceptables. Surtout que c'est au peuple de décider qui peut être candidat ou pas. Donc, si on plafonne, on arrête ce montant, ce n'est pas dans l'optique de dire au Gabon, les élections sont bien organisées. Non, c'est vraiment on dit, bon, vous voulez être politique, vous voulez vous engager, il faut que votre portefeuille pèse. On est dans la logique des partis gazelles, on est dans la logique de lui au moins il a de l'argent. Mais ceux qui ont de l'argent, on sait comment ils l'ont obtenu. On sait tous comment ils l'ont obtenu. La preuve, c'est tous ces scandales qui continuent de meubler la vie publique de notre pays. Voilà, ce problème est là. Merci Pascal Coulou, merci beaucoup d'être passé dans cette émission présidentielle 2025. On vous dit tout, on aura le plaisir de vous retrouver d'ici là pour un nouveau décryptage sur les sujets qui font l'actualité, notamment sur le plan politique dans notre pays. Ainsi se referme cette émission. Merci de l'avoir regardée et merci de continuer à suivre la chaîne La Matrix, votre web TV généraliste.